Nous avons mis en place 3 webinars. Le premier débute aujourd'hui. Il y en aura 2 autres, le 20 et le 21. Le premier webinar qui sera diffusé, ils seront tous diffusés sur Facebook, mais le premier webinar sera animé par Rose-Marie Moins, directrice développement, animation et promotion de la Fédération française de la franchise. Et il sera consacré à vous donner toutes les explications pour comprendre ce qu'est la franchise. Demain, le 20, à la même heure, à 10h, vous découvrirez les 3 étapes clés pour monter votre franchise avec le soutien de nos experts, que je remercie par avance, Laurent Cruche de Territoire et Marketing, qui élaborera son propos autour des études de marché, Virginie Sablé de KPMG, qui prendra le lead sur le business plan, et Hélène Plat de la Banque Postale pour le financement. Le dernier webinar du 21 octobre, toujours à 10h et toujours sur le même canal, sera intitulé « La franchise pour tous, tout budget, tout secteur » et donnera la parole à des franchisés. Il nous a semblé très important, en effet, d'avoir du testimonial dans cette partie. Et nous donnerons la parole à Clarence Dupuis, qui est franchisée des menus services et aussi administratrice de la FFF, à Yannick Amar, qui est un multifranchisé Tom & Co, et à José Fernandez, franchisé Del Arte. Nous espérons vivement que ces 3 webinars puissent vous aider à préparer les rencontres en visio sur la plateforme avec les 370 exposants qui auraient dû être sur le salon. Nous espérons, sans plus attendre, que vous pourrez être sensibilisés à la franchise et comprendre toutes les clés de cette franchise. Je vais laisser la parole à Rose-Marie Moins qui va animer ce premier webinaire. Oui, Rose-Marie. Bonjour à tous et merci Véronique pour cette introduction. Alors effectivement c'est moi qui vais officier pour ce premier Facebook Live et je vais tenter de vous expliquer en 45 minutes, ce n'est pas très long mais on va aller à l'essentiel, en quoi consiste la franchise. Donc quelques réflexions avant d'aller au plus profond du propos. Pensez bien que être franchisé c'est d'abord être son propre patron. Donc vous êtes créateur d'entreprise, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut en mesurer les conséquences personnelles et financières. L'environnement familial, la situation géographique, l'apport personnel, donc l'argent que vous allez mettre dans l'affaire, c'est important à bien identifier cet aspect-là parce que vous emmenez dans votre aventure, en général, toute la famille, donc c'est un projet de vie et c'est un projet familial. Il faut aussi évaluer ses compétences essentiellement commerciales, parce que le franchisé, l'entrepreneur franchisé, c'est un commerçant avant tout, qu'il soit commerçant vis-à-vis du consommateur final, donc en B2C, ou qu'il vende un service aux entreprises, c'est toujours faire du commerce malgré tout. Et aussi évaluer ses compétences managériales, parce que vous allez plus que probablement gérer une équipe petite ou grande, mais ces compétences managériales devront être quand même identifiées et voir dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec cet aspect-là. Et puis, dernier élément, et qui tient vraiment du système de la franchise, aimer travailler en réseau. Bien entendu, on va le voir et je vais le décrire plus précisément, mais la franchise, c'est un réseau d'indépendants, un réseau de franchisés avec lesquels vous allez partager beaucoup de choses, beaucoup communiquer, partager de l'expérience, et c'est important d'avoir cette envie-là et d'être, je dirais, câblé pour pouvoir travailler avec d'autres. Alors, je ne peux pas vous donner une définition très théorique, je dirais, de la franchise, mais si on voulait quand même introduire quelques éléments de définition, je vous dirais quoi? Je vous dirais que la franchise, c'est un moyen de créer son entreprise ou de développer son entreprise. Si on est dans le premier cas et qu'on crée son entreprise, on est le franchisé. Si on est dans le deuxième cas et qu'on souhaite développer une entreprise qui existe déjà, eh bien, on sera le franchiseur. Les 2 entreprises, que ce soit franchisé ou franchiseur, sont juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre. Elles sont liées par un contrat
un contrat de franchise, un contrat commercial, mais un contrat qu'on qualifie de franchise. Et pourquoi on le qualifie de franchise? Parce qu'on va y retrouver les 3 éléments fondateurs et fondamentaux du système, c'est-à-dire une marque que le franchiseur va mettre à la disposition de son franchisé, un savoir-faire expérimenté et un accompagnement technique et commercial pendant toute la durée du contrat. Donc, la franchise, pour qu'il y ait franchise, il faut qu'on retrouve ces 3 éléments. C'est vrai que la franchise est souvent un terme générique qu'on utilise pour tout type finalement de développement commercial d'entreprise, mais s'il n'y a pas ces 3 éléments-là qui sont transcrits dans le contrat, il ne s'agira pas de franchise au sens juridique du terme. On va parler peut-être de licence de marque, de concession, de partenariat, ça ne sera pas de franchise et c'est important de souligner ce point. Alors, quels sont les éléments qui permettent de mieux définir le système et finalement pour vous, si vous êtes porteur de projet, de bien choisir votre réseau. Le premier élément sur lequel il faut que vous vous attardiez, c'est le concept. Est-ce que le concept, il est innovant? Est-ce qu'il est original? Est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau sur le marché? N'oubliez pas que si vous investissez dans un réseau de franchise, c'est pour occuper rapidement une place assez concurrentielle sur le marché qui sera le vôtre. Donc, si ce n'est pas le cas avec le concept qu'on vous propose, je ne dis pas que ce n'est pas la bonne solution, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faudra déployer beaucoup de moyens financiers, probablement marketing, etc., pour faire votre place au soleil et prendre des parts de marché. Donc, justement, sur quel marché? Est-ce que c'est un marché innovant? Est-ce que c'est un marché nouveau? Est-ce que c'est un marché de niche? Est-ce que c'est un marché mature? Tout ça sont des à prendre en compte pour poser, j'allais dire, le pour et le contre de votre investissement. Est-ce que ce concept a été expérimenté? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un des piliers du système, c'était le savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est issu de l'expérimentation du franchiseur dans ce qu'on appelle des sites pilotes. Donc, est-ce que le franchiseur a ouvert des points de vente, des agences, tout ce que vous voulez, lui-même, en propre, pendant un certain temps, qui lui permettent de dire, OK, mon concept a une vraie valeur concurrentielle, mon concept est rentable, et maintenant, puisque je sais ça, je peux le vendre, entre guillemets, à d'autres indépendants. Donc, l'expérimentation du concept dans les sites pilotes suffisamment longtemps, les critères fondamentaux du système. Quel est le développement du réseau? À quel rythme? Est-ce qu'il se développe à un rythme de 50 nouveaux points de vente par an, 15 nouveaux points de vente par an? Il n'y a pas de règle absolue. Il faut juste que le franchiseur soit en capacité, entre guillemets, d'absorber tous ces franchisés qui vont arriver, de les intégrer, de les accompagner. Donc là, ça pose tout de suite la question de la structure du franchiseur qui est en back-office quelque part pour vous accompagner dans votre développement. Quel projet d'évolution a ce concept? Est-ce qu'il a déjà évolué? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que le franchiseur a une vue large, 360 degrés sur le marché? Comment il envisage l'évolution? C'est aussi un critère important. Comment sont recrutés les franchisés? Est-ce que c'est très rapide? Est-ce qu'il suffit de mettre un chèque sur la table pour que ça passe? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un vrai processus de sélection? Ce qui est plutôt une bonne chose parce que vous n'êtes pas fait pour n'importe quelle activité et pour n'importe quel réseau. Et de la même manière, le franchiseur ne va pas accepter n'importe quel profil et n'importe quelle personne puisqu'il faut qu'il y ait quand même compatibilité entre les deux. J'ajouterais, même si ça n'est pas, comment dire, pas important, mais une condition sine qua non, est-ce que ce réseau est membre de la FFF, sachant que nous sommes une fédération sélective et que nous vérifions justement l'équilibre du contrat dans un réseau, qu'on vérifie que cette stratégie que met en place le franchiseur est une stratégie gagnant-gagnant et que tout le monde s'y retrouve dans le système. Dernier élément aussi super important, quelle est votre affinité avec l'activité et avec le concept? Vous ne ferez bien que quelque chose que vous aimez faire. Donc il faut vraiment que vous choisissiez quelque chose qui vous parle. Vous avez de l'appétence, vous avez envie de vous investir à fond, à 100%, et pas uniquement quelque chose qui est soi-disant rentable. Ça ne vous plaît qu'à moitié, mais on vous a dit que c'était super rentable, donc vous allez y investir beaucoup d'argent. C'est pas vraiment le bon plan.
Puisqu'on parle de rentabilité, effectivement, un des deuxièmes éléments qu'il faut vérifier, c'est le coût et la rentabilité du concept. Bien entendu, vous allez investir dans quelque chose qui vous plaît, okay, mais il faut aussi que forcément l'argent que vous allez y mettre soit rentabilisé, et il est bon de savoir dans quel délai et dans quelle mesure ça va l'être. Alors, il y a des coûts très spécifiques à un réseau de franchise, à intégrer un réseau de franchise. Vous avez certainement entendu parler du droit d'entrée. Donc ça, c'est un montant forfaitaire que vous allez payer au moment de la signature du contrat, au moment où vous intégrez le réseau. Que couvre ce droit d'entrée? Il couvre l'utilisation de la marque, il couvre toute la partie accompagnement et ouverture, il paye dans la plus grande majorité des cas la formation, il paye une exclusivité territoriale. Voilà en quelques points ce que couvre le droit d'entrée. Il est d'un montant qui peut aller de 0, parce que parfois il n'y en a pas, jusqu'à 45 000, 50, 55 000 euros. Donc c'est un montant que vous paierez une seule fois. Et puis une fois que vous serez en activité, le franchiseur va se rémunérer pour l'ensemble des services qu'il met à votre disposition. Cette rémunération s'appelle des royalties ou des redevances directes, qui sont généralement un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe que vous allez faire chaque mois. Donc c'est un paiement qui est généralement mensuel, entre 2 et 10% de votre chiffre d'affaires. Vous allez aussi voir parfois dans certains réseaux des redevances de publicité nationale. Là aussi, il s'agit de faire de la publicité, de faire monter en notoriété l'enseigne, ce qui va profiter à l'ensemble des franchisés, quelle que soit leur situation et leurs implantations sur le territoire français. Donc c'est la mutualisation de moyens pour faire cette communication, et donc là aussi ce sont des redevances qui sont prélevées mensuellement et qui sont généralement aussi un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe. Il faut voir aussi l'investissement total que coûte l'implantation d'une nouvelle unité. Cet investissement total, il peut aller de 80 000 euros, tout compris, jusqu'à 1 million d'euros. Tout dépend de l'activité. Bien entendu, vous le comprendrez aisément, une agence de service à la personne qui n'est pas une agence qu'on va implanter dans un emplacement numéro 1, et qui à l'intérieur du local vous n'allez trouver que quelques chaises, un bureau, un téléphone et un PC, va coûter beaucoup moins cher à installer qu'un hôtel ou un restaurant de 150 places avec tout le matériel et toute la cuisine. Donc les différences en matière d'investissement total peuvent être très très larges, et là aussi il faut que vous ayez les moyens de vos ambitions. Surtout que, bien entendu, vous ne bénéficierez pas, enfin vous n'aurez pas sans doute tout cet argent à investir d'un coup, mais vous devez en avoir une partie, c'est ce qu'on appelle l'apport personnel. Et l'apport personnel, c'est généralement à peu près 30% du montant de l'investissement total. Donc là aussi, faites bien attention, cet argent, cet apport personnel, c'est vraiment de l'argent que vous avez. Ce n'est pas de l'argent que vous allez trouver via un prêt par exemple. Le prêt, ça sera bien entendu nécessaire, mais il couvrira la différence entre l'investissement total et l'apport personnel. Donc si j'en reviens à mes 30%, ça fait à peu près 70% que vous devrez financer, généralement par un prêt bancaire. Quelle rentabilité? À quelle échéance allez-vous avoir retour sur investissement? Ce sont des choses à vérifier et à voir. Quel est le CA moyen à maturité de votre entreprise? Voilà des éléments à vérifier. Il faudra bien sûr demander ces éléments au franchiseur qui sera censé vous les communiquer. Un autre point essentiel, et je reviens aussi à un des piliers du système, c'est l'assistance et l'accompagnement. Comment est-ce que ce franchiseur vous accompagne? Sachant qu'il va vous accompagner en amont. J'ai parlé du droit d'entrée qui couvrait l'accompagnement pré-ouverture. Eh bien, le franchiseur va vous aider à monter le dossier, à éventuellement valider l'emplacement, à vous mettre en contact avec des banques. Voilà le type d'accompagnement qu'il peut vous procurer. Donc, avant l'ouverture. Pendant le lancement de l'activité, eh bien souvent, vous avez quelqu'un qui vous est dédié, qui va venir voir si tout est correctement installé, vous aider à recevoir les premiers clients, à vérifier qu'il n'y ait aucun bug à quelque niveau que ce soit. Donc là, bien entendu, souvent c'est l'animateur de réseau qui vient vous voir et qui vous soutient pendant les premiers temps, où vous êtes en général assez stressé.
Et puis pendant toute la durée du contrat, vous avez un accompagnement technique, commercial. Je reviens à cet animateur de réseau qui est votre lien privilégié entre le franchiseur tête de réseau et vous sur le terrain, que vous allez voir fréquemment, en face à face, puisqu'il va venir vous voir dans votre magasin, mais aussi lors de réunions, réunions régionales, conventions, séminaires, groupes de travail, tout ça va aussi participer à l'animation pendant la durée du contrat. Et il est important pour vous de questionner le franchiseur pour savoir quelle est la régularité de ses visites, comment l'animateur va venir vous aider. Ça fait le lien avec un quatrième point que j'aime souligner aussi, c'est votre vie de franchisé dans ce réseau, la place du franchisé dans le réseau. Le réseau vit bien que s'il y a un échange et un circuit, une circulation d'informations la plus fluide possible. Le franchiseur est l'initiateur du concept, en est le propriétaire, va le faire évoluer, a une vision 360 degrés sur son marché. Vous êtes sur le terrain, vous êtes en contact avec les franchisés, avec vos consommateurs toute la journée. Donc vous avez des choses à lui apprendre, vous avez des choses à remonter. Et donc ces choses, elles doivent être remontées de manière fluide par le canal de l'animateur, comme je le disais, qui va faire remonter des éléments, mais par des commissions, par des journaux internes, par des intranets, par des blogs, par des groupes Facebook, enfin toute la panoplie, je dirais, de canaux de communication qu'on peut mettre en place, par des CRM qui permettent aux franchisés de s'exprimer, de faire remonter des informations et aussi aux franchiseurs de les faire descendre. Donc ça passe par du digital, mais ça passe aussi par des réunions physiques, autant que faire se peut. Donc c'est important de vérifier tout ça. Dernier élément, encore un à vérifier, bien entendu, et qui généralement vous soucie beaucoup, c'est le cadre contractuel. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi sur la franchise. L'AF a beaucoup œuvré là-dessus finalement, en mettant ce qu'on appelle, en écrivant dès les premières années, on va dire, de franchise en France, donc ça date du début des années 70, un code de déontologie. Un code de déontologie, c'est quoi? C'est une charte éthique, une charte des bons outils, des bons critères, des bonnes règles de fonctionnement d'un réseau. Donc cette charte est devenue le code de déontologie qui est aujourd'hui européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fédérations nationales comme celle-ci, il en existe dans tous les pays européens où la franchise s'est développée, c'est-à-dire un peu partout, et les membres de ces fédérations s'engagent à respecter ce code de développement, puisque le souhait, c'est que partout en Europe, voire même dans le monde, puisqu'il y a une instance mondiale, on respecte quelques règles de base de fonctionnement d'un réseau qui tournent autour toujours de, j'allais dire, l'équilibre entre les parties, l'équilibre entre franchiseurs et franchisés. Donc ce code de déontologie nous a permis d'éviter de réguler la franchise. C'est une sorte d'autorégulation de la profession. Et puisque les choses se passent plutôt bien, le législateur nous laisse tranquilles et ne vient pas nous embêter, entre guillemets, avec une loi. En tout cas jusqu'à présent. Donc je vous engage fortement à lire ce code de déontologie, parce que vous y trouverez les grands principes, comme je le disais, de définition de la franchise, mais les grands principes de fonctionnement. Vous le trouverez sur notre site. Par contre, le législateur a quand même souhaité, fin des années 80, mettre une règle de base au niveau pour tous les réseaux, pour toutes les marques qui se développaient de manière nationale en utilisant des indépendants pour développer leur marque. Ça veut dire que ce dont je vais vous parler maintenant, qui est la loi Doubin, mais qui est aujourd'hui inscrite au Code de commerce, elle ne s'applique pas qu'au réseau de franchise. Elle peut s'appliquer à toute marque qui souhaite se développer sur le territoire, qui met à disposition sa marque en contrepartie d'un engagement d'exclusivité. Donc la franchise est bien sûr concernée. Donc ce document, qu'on appelle le document d'information contractuelle ou DIP, le franchiseur doit vous le remettre minimum 20 jours avant la signature du contrat. Donc ça veut dire qu'au moment où vous recevez ces DIP, s'ouvre une période de réflexion de 20 jours pendant laquelle
rien ne peut être signé, aucun document contractuel ne peut être signé. Ce n'est qu'à partir du 21e jour que le franchiseur pourra vous demander de signer le contrat. C'est aussi une période pendant laquelle vous ne pouvez verser aucune somme d'argent au franchiseur non plus pareil. C'est un minimum, ce délai c'est un délai minimum, la loi ne prévoit pas de maximum, mais vous pouvez aller au-delà de 20 jours si nécessaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce DIP? Moi j'ai l'habitude de dire que c'est une espèce de carte vitale du franchiseur ou carte d'identité du franchiseur où il va mettre beaucoup d'éléments qui va vous permettre de prendre, donc d'abord qu'il le définit, qu'il caractérise sur la manière dont il fonctionne, ça va vous permettre de prendre votre décision en parfaite connaissance de cause. Vous connaissez qui est ce franchiseur, d'où il vient, qui sont les personnes à la tête du réseau. Vous allez avoir tout un état général du marché qui va vous être remis, un état local du marché aussi. Attention, état n'est pas étude. Okay, l'état général du marché, c'est quelque chose d'un petit peu plus large, c'est le marché sur lequel vous allez investir, comment se comporte-t-il, quelle est sa place, quels sont les intervenants, quels sont les concurrents sur une zone qui peut être une ville, voire même une région. L'étude de marché, c'est je vais m'implanter dans telle ville, dans telle rue. Et à partir de l'emplacement précis, je fais mon étude de marché et je vois quels sont les habitants, la zone de chalandise, les concurrents qui s'y trouvent. Donc, dans ce DIP, il y aura un état général du marché, il y aura un état local du marché, vous aurez les bilans du franchiseur des 2 dernières années, vous aurez la taille du réseau, vous aurez les contrats de franchise qui se sont terminés l'année qui précède la remise du document et les raisons pour lesquelles le contrat s'est terminé. Vous aurez, voilà, ce type d'éléments vont vous être transmis et vous aurez aussi un contrat de franchise type qui sera annexé. Et donc, avec cet ensemble d'éléments, vous devez d'abord le lire précisément. Vous pouvez prendre conseil auprès d'un expert comptable, auprès d'un juriste ou d'un avocat pour qu'il relise avec vous le contrat et que vous sachiez précisément ce qu'il comporte et ce que veut dire toutes les clauses. Quelle est la durée du contrat? Le contrat, il dure en général entre 5 et 10 ans. En dessous de 5 ans, c'est quand même assez rare et c'est pas conseillé. Pourquoi c'est pas conseillé? Parce que vous allez investir dans une nouvelle entreprise la plupart du temps. Cette entreprise, même en étant accompagnée, elle va mettre du temps à se développer, normal. Et donc, il ne faut pas que le contrat soit trop court pour que vous ayez le temps du retour sur investissement. D'accord? Et on peut estimer qu'une entreprise, elle arrive en fonction des cas, et c'est ça qu'il faut que vous vérifiez auprès de votre franchiseur, quand je vous dis de regarder un peu le retour sur investissement. Parfois, ce retour sur investissement peut se faire au bout d'un an, parfois c'est 18 mois, parfois c'est 2 ans. Donc, il faut que vous ayez le temps du retour d'investissement et que la durée du contrat couvre au-delà de ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans les investissements un peu lourds, type hôtellerie, restauration à table, les contrats sont plus longs. Ils peuvent durer 10 ans. Et ce n'est qu'au bout de 10 ans qu'on vous propose soit de le renouveler, soit qu'il se prolonge par tacite reconduction. Vous aurez bien entendu dans ce contrat toutes les conditions de renouvellement du contrat. Dans quelles conditions, quand est-ce qu'il faut prévenir mon franchiseur que je souhaite sortir ou pas. Donc tout ça sera inclus dedans. Les exclusivités. Les exclusivités d'approvisionnement notamment. Si vous vendez du produit, il est fort probable que le franchiseur vous impose de vous fournir soit chez lui directement à la centrale d'achat, soit auprès de fournisseurs référencés. C'est absolument le cas. Le cas typique, effectivement, c'est dans la grande distribution alimentaire où vous avez à peu près, je pense, 80% de vos achats que vous devez faire via la marque. Est-ce que vous bénéficierez d'une zone géographique exclusive? Donc ça veut dire que sur votre territoire qui vous sera indiqué, vous serez le seul à distribuer la marque, à être l'ambassadeur de cette marque, oui ou non. Dans une grande majorité des cas, c'est comme ça, mais ça n'est pas obligatoire. Le principe, la définition de la franchise n'impose pas absolument d'avoir une zone géographique exclusive, mais souvent c'est le cas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors il y a un dernier élément important à vous communiquer, c'est que c'est une entreprise de vie, c'est un projet de vie. Vous allez devoir faire
vous allez devoir sélectionner votre franchiseur. Et comme on le disait tout à l'heure, effectivement, le salon de la franchise qui aurait dû avoir lieu début octobre et qui n'a pas pu l'être à cause des mesures sanitaires, vous permettait de rencontrer directement un grand nombre d'enseignes dans différents secteurs d'activité. Il faut forcément que vous fassiez quand même une présélection, sinon vous allez être complètement perdu. Et si dès la semaine prochaine, vous vous connectez pour rencontrer ou fixer des rendez-vous virtuels, voire même physiques par la suite avec des franchiseurs sur la plateforme Franchise Expo Online, il va falloir en sélectionner quelques-uns selon vos appétences et vos affinités. Donc vous allez rencontrer des franchiseurs et on est tous des femmes et donc il y a des gens avec qui vous allez avoir une affinité, on va bien passer, d'autres moins bien. Vous allez comprendre le projet de développement de ce réseau. Dans d'autres cas, ça vous semble pas très clair ou ça va pas dans le sens où vous l'imaginiez. Bon, il y a ça. Donc, il va y avoir un premier filtre que vous allez faire vis-à-vis du franchiseur. Mais il y a certainement un deuxième filtre que vous devez faire et qui est vraiment incontournable et indispensable, c'est d'aller voir les franchisés du réseau. Vous ne pouvez pas imaginer mettre beaucoup d'argent sur la table, emmener votre famille dans un nouveau projet sans aller voir les premiers concernés, ceux qui sont en première ligne, ce sont les franchisés. Aller voir des franchisés du réseau chez eux. Il faut aller en voir plusieurs, il faut prendre votre temps. Vous allez avoir le franchiseur qui va vous expliquer bien entendu la manière dont ça fonctionne à sa façon. Vous allez avoir le franchisé qui lui va vous faire un retour d'expérience, un retour terrain et va vous donner les plus et les moins. Ne vous leurrez pas, il y a toujours, tout n'est pas rose forcément. On dit souvent que la franchise c'est un mariage, donc c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui se passent bien et puis des fois il y a des petits heurts au sein des réseaux et puis après on en parle et on repart. Puis on est dans un environnement qui est hyper concurrentiel pour la plupart du temps, donc là aussi il y a les réseaux ont besoin de temps pour s'adapter à ce qui se passe autour d'eux, piste le réseau et leurs franchisés. Donc allez voir les franchisés, demandez aux franchiseurs d'y aller. En général, ils vous incitent à aller sur le terrain, à rencontrer plusieurs franchisés et c'est une bonne chose. Je dirais même s'il ne vous ouvre pas les portes de son réseau, c'est peut-être un indice pas forcément tout à fait positif vis-à-vis de ce réseau. Donc, et investir ou rentrer, intégrer un réseau avec lesquels on sent qu'on porte les mêmes valeurs, là aussi c'est important. Et c'est aussi la démarche que le franchiseur va faire. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du système du processus de recrutement. Là aussi, c'est important, si le franchiseur vous fait passer plusieurs entretiens, si il vous met en contact avec différentes personnes au sein du réseau, c'est pas pour rien, c'est pour qu'il ait plusieurs avis, parce que lui aussi procède à une sélection et c'est important pour lui d'avoir le bon franchisé. Donc c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que dans le réseau, vous allez avoir des collègues, entre guillemets, avec lesquels vous partagerez aussi les mêmes valeurs et avec lesquels vous allez pouvoir communiquer et travailler ensemble. Alors, je vais regarder, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions et je vois que on me pose la question de savoir si c'est le bon moment pour se lancer comme franchisé avec la crise sanitaire actuelle. Que vous répondre souvent, on a l'habitude, on a eu quelques expériences précédentes en se disant c'est dans les périodes de crise où finalement on fait les meilleures affaires, où on s'implante à ce moment-là et puis on est reboosté par après. Je suis pas Madame Soleil, aucun franchiseur ne l'est. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les dossiers qui étaient en cours avant le confinement se poursuivent, que moi tous les jours je vois des franchiseurs qui annoncent de nouvelles ouvertures. Donc ça veut dire que les gens y croient toujours et poursuivent leur projet. Bien sûr, on sait que la situation est difficile, surtout certains secteurs que je ne citerai pas mais que tout le monde connaît, mais on garde le moral et puis de toute façon ça va finir par s'ouvrir à un moment donné et les gens vont recommencer à consommer. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a des secteurs qui se portent très bien. Alors on peut dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, peut-être, mais il y a des secteurs qui ont vraiment... c'est peut-être terrible à dire, mais profiter finalement de la crise
récupéré du client, se sont réinventés. Ça aussi, ça a été une source de créativité importante. Et c'est là aussi où on voit la force du réseau. On n'a jamais autant mis en lumière l'importance de l'accompagnement. Et quand cette crise s'est mise en place, quand le confinement a été décrété, tous les réseaux, franchiseurs et franchisés, se sont mobilisés, ont mis en place des cellules de crise, ont travaillé tous ensemble pour trouver des innovations, pour pallier à ce qui allait venir, à intensifier la communication digitale, à dire aux clients « je suis là, je suis encore là, ne m'oubliez pas », à mettre en place forcément des click and collect, de la livraison à domicile. Donc ils se sont réellement réinventés en très très peu de temps. Et ça, dites-vous bien que ceux qui sont seuls, quel que soit le secteur, ben ils ont pas la possibilité de faire ça. C'est très compliqué pour eux. Et c'est là où on a vu la force d'un réseau. Donc si vous voulez investir, je ne dis pas que le réseau de franchise est fait pour tout le monde, que devenir franchisé c'est fait pour tous. Mais si vous réécoutez ce que je vous ai dit et que voilà, vous êtes dans cette idée de travailler ensemble, que vous avez vraiment envie de prendre votre sort en main, que vous êtes quand même votre propre patron, parce que l'assistance, enfin, l'accompagnement, ça ne veut pas dire assistanat, ça veut dire que vous êtes chef d'entreprise quand même et que vous êtes aux rênes de votre entreprise, mais vous avez un espèce de backup et de filet important qu'est la marque et le franchiseur. Ben, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, je pense que la franchise est le bon plan. Une autre question, quel est l'investissement financier moyen à prévoir pour une installation? Ben, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend de l'activité. Franchement, il n'y a pas... On pourrait faire des moyennes, bien entendu. C'est vrai que si on regarde les moyennes et les études et les stats qu'on peut avoir, on se dit que l'investissement moyen, il tourne autour de 250 000 €. Alors, quand on dit investissement total, c'est vraiment... J'ouvre la clé de mon magasin et tout y est. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut voir. Là-dedans, vous aurez le droit d'entrée. Le droit d'entrée dont j'ai parlé tout à l'heure, il fait partie de l'investissement, puisque c'est quelque chose que vous devez payer pour pouvoir signer le contrat et donc vous lancer au sein d'un réseau. Donc, quand on additionne le tout, effectivement, en moyenne, on est autour de 250 000 €. Mais si vous investissez, si vous voulez devenir franchisé dans un service, dans les services en général, puis ceux qu'on connaît le plus, où il y a pas mal de réseaux aujourd'hui, c'est le service à la personne, hein, sous toutes ses formes, parce que dans les services à la personne, on a des réseaux qui sont spécialisés plus vers les personnes âgées, d'autres qui sont plutôt dans la garde d'enfants, d'autres plutôt dans le soutien scolaire, d'autres dans le portage de repas. Donc on a vraiment toute une panoplie de services, du nettoyage, du repassage, du jardinage, enfin il y a plein de choses différentes. Donc si on est dans cette catégorie service, eh ben, on va tourner sur des investissements autour de 60, 70 000, 80 000 €, peut-être un peu plus parfois. Voilà, donc on peut qualifier ça de pas trop cher. À l'inverse, si vous ouvrez un hôtel, vous comprenez facilement qu'un hôtel, ça coûte beaucoup plus cher et on peut être tout de suite sur plus d'1 million € pour ouvrir un hôtel si on paye tout l'investissement intérieur. De la même manière, si vous ouvrez un restaurant, ce qu'on appelle de la restauration à thème, que ce soit la viande ou autre chose, ou même la pizza, comme nous en aurons un témoignage mercredi, forcément, les montants peuvent varier, peuvent aller autour de 800 000 €. Donc ça, c'est toujours l'investissement total, et il faut savoir que vous avez besoin de votre mise de fonds, donc l'apport personnel. L'apport personnel, il est de 30% en général, parfois un petit peu plus dans les services. Donc ça va varier de 30 000, 40 000 € à 200, 250 000 €. Donc voilà ce que ça peut coûter en termes d'investissement. Comment bien s'assurer qu'un concept est solide? Et puis-je avoir accès à des chiffres venant d'autres unités du franchiseur? Alors, si le concept... Donc je vous ai dit que le franchiseur devait vous mettre dans le DIP ses bilans, mais c'est ses bilans de franchiseur. Okay, donc ça va vous permettre de vérifier la santé financière du franchiseur. Parce que si le franchiseur est en perte, il faut savoir que le franchiseur a besoin s'il doit être en capacité de se développer, de vous accompagner, etc., il faut qu'il en ait les moyens. Donc voilà, ceci dit, si vous investissez dans un jeune réseau, le jeune réseau, il a aussi moins de moyens qu'un réseau énorme qui est sur le marché depuis 30 ans ou 35 ans.
D'accord? Donc là aussi, c'est un peu normal que ces moyens soient un peu plus limités, puisqu'il faut pas se leurrer. Quand on développe un réseau de franchise, il faut investir beaucoup d'argent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le franchisé qui finance le développement du réseau. Le franchiseur doit aussi, lui, avoir une bonne mise de fonds avant de pouvoir continuer et pouvoir se développer. Donc le franchiseur vous donne ses bilans, mais vous pouvez très bien demander d'avoir un bilan type de franchisé. Alors, le franchiseur ne peut pas vous donner les bilans des franchisés, puisque, je le rappelle, le franchisé, c'est un indépendant qui doit publier ses bilans s'il le souhaite, et puis s'il ne le fait pas, voilà, il aura peut-être une pénalité, mais ça n'est pas au franchiseur d'exiger ça. Donc, le franchiseur va vous donner un bilan moyen, un bilan type. Et puis, il y a des moyens comme société.com, des sociétés de ce type-là, des sites de ce type-là, vous pouvez acheter les bilans. Et puis, dernière chose, quand vous allez aller voir les franchisés chez eux, n'hésitez pas à leur poser la question. Alors, vous n'allez pas y aller tout de go en disant bonjour, combien vous gagnez, est-ce que c'est rentable ou pas. Mais n'empêche qu'ils pourront vous donner des indications sur le fait de savoir s'ils sont rentables ou pas, s'ils referaient l'opération ou pas, est-ce qu'ils réinvestiraient si c'était à recommencer. Les points forts et les points faibles du système. Dernier élément aussi, autre chose que je n'ai pas dit, mais pour vous assurer que l'activité est bien faite pour vous, proposez, si on ne vous le demande pas, parce que dans certains réseaux, on va même l'exiger, d'aller faire une espèce de stage d'immersion ou d'intégration chez un franchisé, pour faire le vie-ma-vie du franchisé. Vérifier que cette activité que vous percevez de manière à peu près précise en étant de l'extérieur, eh bien, quand vous y êtes vraiment, je dirais de 8h du matin, voire même plutôt à 8h du soir, c'est vraiment, ça vous plaît vraiment, parce qu'il y a toujours des faces un peu cachées, je dirais, de l'activité qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Parce qu'on est attiré, on se dit ouais c'est vachement chouette, vendre des fleurs c'est super, c'est un achat plaisir donc les gens vont être contents, c'est quand même plus sympa que de tenir un garage automobile où les gens viennent parce qu'ils le doivent, hein. Ils ont vraiment pas envie de dépenser de l'argent pour leur voiture mais c'est presque une obligation donc bon, ils vont toujours rechigner sur le devis, tandis que des fleurs c'est sympa, c'est pour faire plaisir donc je pourrais mettre 5 € de plus sans problème. Oui mais les contraintes du métier elles existent aussi et on sait qu'un fleuriste est ouvert je ne vais pas dire toute l'année ou presque, qu'il faut y être très tôt le matin, qu'on est dans le froid, enfin qu'il n'y ait pas forcément une activité qui soit compatible avec mon projet de vie, avec ma famille. Donc voilà ce type de critères et voilà la liste des critères que vous devez aligner et dont vous vous rendrez compte une fois que vous y serez allé, que vous y aurez passé une journée, 2 jours, 3 jours. Et comme je vous le disais, il y a certains franchiseurs qui l'imposent, qui disent allez passer un peu de temps chez un franchisé, prenez possession de l'activité et puis revenez me voir et vous me direz ensuite si ça vous convient. Une autre question, un jeune réseau a des moyens limités quand il se lance, c'était le cas de Stéphane Plaza Immobilier par exemple. Oui, je connais pas l'état financier du réseau Stéphane Plaza quand il s'est lancé. Il a beaucoup surfé sur son nom, forcément. Il y avait des investisseurs derrière aussi qui ont permis d'assurer justement cette solidité financière dont il avait besoin pour se lancer au départ et ce qui lui a permis de grandir très très vite. Maintenant, moi je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, et ça fait vraiment plaisir, qui ont des idées, qui sont des jeunes qui ont 35 ans, qui ouvrent un point de vente, un deuxième point de vente, un troisième point de vente, et puis après qui sont parfois obligés de faire une levée de fonds pour pouvoir poursuivre leur développement et qui avancent comme ça. Et effectivement, il faut qu'ils prouvent que ce qu'ils amènent soit nouveau. Il faut convaincre les investisseurs pour qu'ils mettent un peu d'argent dans l'entreprise. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'un Stéphane Plaza qui, lui, avait une vraie notoriété. Déjà un peu dans l'immobilier, pas forcément dans un réseau de développement commercial et un réseau immobilier, mais il s'est bien entouré. Avec des personnes qui étaient compétentes dans le milieu de la franchise, ce qui a permis le succès d'aujourd'hui.
Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions que vous vous posez. Si c'est pas le cas, je regarde. Si c'est pas le cas, on va pouvoir clôturer tranquillement ce premier Facebook Live. On se retrouve demain parce que une fois qu'on a choisi son réseau ou qu'on a fait une présélection, hein, c'est ce que je vous disais, et puis qu'on va pouvoir commencer à avoir des entretiens avec les différents franchiseurs, on va devoir s'atteler à se mettre à construire son projet. Je vous l'ai dit, être franchisé, c'est d'abord et avant tout être un entrepreneur indépendant. Donc tous les critères d'implantation, toutes les démarches qu'il faut faire pour créer son entreprise, que vous soyez en franchise ou pas, elles restent pratiquement les mêmes, avec quelques spécificités franchise bien entendu. Et c'est ce qu'on va voir demain, puisque notre deuxième plateau concernera les étapes clés pour créer son entreprise en franchise. Et dans les étapes clés, nous, on en a identifié 3 essentielles, qui est l'étude de marché, important de faire sa propre étude de marché, construire son business plan, là aussi, que vous soyez en franchise ou pas, il faut construire votre business plan, et là, l'expert comptable est votre allié indispensable. Et puis, bien entendu, une fois qu'on a l'étude de marché qui va permettre de construire son business plan, eh bien, on va construire son dossier de financement et on va aller voir son banquier ou peut-être d'autres organismes pour demander et travailler le financement de cette entreprise. Et là, bien entendu, nous aurons la banque qui viendra nous expliquer comment présenter un dossier de financement et qu'est-ce que ce dossier doit contenir. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. À demain.